Soyons clairs, ce dont il s'agit ici, c'est de haine envers les Juifs. Si nous utilisons le mot antisémitisme en dehors de notre propre cercle, comme ici, cela conduit toujours à un certain degré d'ambiguïté. Mais si nous disons simplement, écoutez, il s'agit de haine des Juifs, on a automatiquement la question, pourquoi les gens haïssent-ils les Juifs? La véritable réponse est d'ordre spirituel et peut heurter certaines personnes. Mais lorsque les gens haïssent Dieu, ils vont naturellement haïr ceux qui, tout au long de l'histoire, depuis le mont Moria, ici même dans cette ville, représentent ceux à qui Dieu s'est adressé pour la première fois de manière très personnelle et très réelle en leur disant « Vous allez transmettre ce message, vous allez créer cette terre magnifique, et grâce à vous, le monde sera béni. » Mais si vous ne croyez pas en l'existence de Dieu, ou si vous voulez croire que vous êtes votre propre Dieu, ou que l'environnement est votre Dieu, vous préférez adorer la création plutôt que le Créateur, si vous rejetez les prémices spirituelles fondamentales parce que vous préférez vivre dans un monde séculier qui nie l'existence même de Dieu, alors votre première cible sera naturellement les Juifs. Et ce que les chrétiens doivent comprendre, c'est que la prochaine cible, ce sera eux. C'est même déjà le cas. C'est pourquoi j'essaie souvent de rappeler aux gens que, qu'ils le veuillent ou non, nous sommes tous dans le même bateau. Et j'espère que les gens finiront par comprendre que la racine de la haine des Juifs n'est en fait pas politique, elle n'est pas économique, elle est spirituelle. J'ai participé à des débats au lycée et à l'université. L'un des cours que j'ai suivi portait sur la rhétorique. Il s'agit essentiellement d'apprendre à utiliser le langage comme une forme de propagande, si vous voulez, pour vendre votre argumentation. Quand j'écoute ce que certains disent sur les Juifs, je vois de la propagande classique. Si vous dites quelque chose que tout le monde sait, mais que tout le monde ne sait pas, que personne dans l'auditoire n'est prêt à se lever et à dire « Non, monsieur, je ne sais pas. Pourquoi ne me dites-vous pas comment je devrais le savoir ?» Personne ne le fait. Tout le monde reste assis et acquiesce. Pourquoi? Parce que tout le monde veut agir comme si « Ah oui, je le savais. Bien sûr que je le savais. » C'est un outil contre lequel nous devons lutter, et quand quelqu'un dit que tout le monde sait, ce que tout le monde est censé savoir, nous répondons « Non, nous ne le savons pas. Pourquoi ne pas nous éclairer? Pourquoi ne pas nous donner des informations et des références afin que nous puissions vérifier ?» Car en réalité, personne ne le sait, c'est absurde. Nous devons répondre à cette folie par des faits. Now, some of the preposterous statements that have really caught a lot of wind since October 7th have been the charges of war crimes against Israel, charges of genocide against Israel. Certaines des déclarations absurdes qui ont vraiment fait beaucoup de bruit depuis le 7 octobre, ce sont les accusations de crimes de guerre contre Israël, de génocide, et on a vu ça à la Cour pénale internationale et ailleurs. Je veux savoir votre point de vue sur la politique américaine. Comment est-ce que ces accusations et les mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, par exemple, affectent-ils la capacité des États-Unis et d'autres pays à se défendre? Je suis très fier des États-Unis. Nous avons imposé des sanctions à des personnes comme Francesca Albanese, l'une des voix les plus horribles du monde d'aujourd'hui. Nous avons également déclaré que la Cour pénale internationale, la CPI, est une organisation voyou. Les États-Unis n'y participent pas et nous avons imposé des sanctions aux personnes associées à la CPI et à la Cour internationale de justice de La Haye. Nous continuerons à le faire et je pense que c'est la bonne voie pour les États-Unis lorsque nous entendons des allégations ridicules selon lesquelles Israël est une nation génocidaire. Je réponds simplement vraiment. Alors, ils sont vraiment très mauvais dans ce domaine. Ils sont les pires que l'histoire ait jamais connus. Car Israël, s'il était génocidaire, il aurait pu détruire tout Gaza en 2h30 environ. L'été dernier, nous avons vu de quoi Israël était capable. Ils ont affronté une nation 10 fois plus grande qu'eux, non seulement en termes de population, mais aussi en termes de superficie géographique. Et ils leur ont botté les fesses en l'espace de 12 jours, sans perdre un seul avion, un seul pilote ou un seul soldat. Et ils l'ont fait. S'ils avaient voulu commettre un génocide, pensez-vous qu'ils auraient pu le faire dans l'espace de Gaza, qui est de taille de Las Vegas dans le Nevada? Bien sûr qu'ils auraient pu. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas une nation génocidaire. C'est ridicule de dire ça. I'm glad you referenced the 12-day war.
with Iran, and obviously we know what is looming large over. Et les gars, réveillez-vous, hein. We do. Je suis heureux que vous ayez fait référence à la guerre de 12 jours avec l'Iran. Évidemment, nous savons ce qui plane comme une ombre dans la pièce. Nous le savons. Comme il s'agit d'une conférence sur l'antisémitisme, je pense que nous devrions parler de l'Iran et du fait que les ayatollahs sont les pires antisémites du monde aujourd'hui. Comment pouvons-nous faire valoir cela auprès du monde et du peuple américain? Nous devons rappeler au monde que fondamentalement de nombreux plats empoisonnés sont servis par le Hamas, les Houthis et le Hezbollah. Mais tous ces plats empoisonnés proviennent de la même cuisine, celle de Téhéran. Et si vous voulez mettre fin à ce poison, vous pouvez changer le menu, mais il vaut mieux brûler la cuisine et ne plus laisser servir ces plats. Beaucoup de détracteurs d'Israël reprochent aux États-Unis leur soutien à l'État hébreu. Partout dans le monde, les gens pensent que s'ils soutiennent Israël, ils seront critiqués. Mais en réalité, ce que nous constatons ici, c'est que les gens détestent Israël aussi parce qu'Israël est un allié et un soutien des États-Unis. Et on voit notamment qu'en Iran, ils ont toujours parlé du petit Satan pour Israël et du grand Satan pour les États-Unis. Donc, nous pouvons donc peut-être parler un peu du soutien qu'Israël a envers l'Amérique, du fait qu'Israël est l'installation de l'Occident ici au Moyen-Orient et des raisons pour lesquelles cela représente une si grande menace pour certains acteurs de la région. En tant qu'ambassadeur des États-Unis en Israël, ma tâche principale est de transmettre le message de l'Amérique à Israël. Mais une partie de cette tâche consiste également à faire connaître à l'Amérique nos relations et la valeur du partenariat entre les États-Unis et Israël. Car beaucoup d'Américains entendent peut-être ces absurdités. Pourquoi faisons-nous tant pour Israël? Ils ne font rien pour nous. À quoi je réponds? Vraiment? Alors vous devriez peut-être vous informer. Vous aimez votre téléphone portable? Si ce n'est pas le cas, si vous n'aimez pas Israël, vous débarrassez-vous de votre téléphone portable. Sans Israël, vous ne disposeriez pas de certaines technologies. Vous aimez les systèmes de navigation automobile? Vous aimez les traitements médicaux qui ont sauvé la vie de certains de vos proches? Eh bien, remerciez l'hôpital Hadassah à Jérusalem ou l'hôpital Sheba de Tel Aviv, sans lesquels leurs recherches et leurs avancées technologiques extraordinaires en oncologie et en gastro-entérologie n'auraient pas sauvé la vie de certains de vos proches. Israël fait plus pour les États-Unis que la plupart des Américains ne le comprendront jamais. Il y a une chose que nous devons rappeler aux gens. Chaque ennemi d'Israël est un ennemi des États-Unis. Vous êtes certes l'apéritif, mais nous avons toujours été le plat principal. Depuis 47 ans, l'Iran répète sans cesse dans la même phrase « Mort à Israël, mort à l'Amérique ». C'est le drapeau américain qu'ils placent sur leurs bâtiments et qu'ils font piétiner par leur peuple pour montrer à l'Amérique à quel point ils nous haïssent. Eh bien, nous devons être très clairs sur le fait que notre partenariat avec Israël est à notre avantage. Notre abandon d'Israël nous porterait gravement préjudice et ne fait qu'ouvrir la porte à ces fous, non pas au peuple lui-même, mais aux dirigeants du régime iranien qui, depuis 47 ans, se moquent, torturent et font tout pour soutenir les horreurs qui ont tué plus d'Américains que n'importe quel autre groupe sur la planète. The regime of Iran that for 47 years has taunted, tortured, and done more to sponsor the horrific things that have killed more Americans than any other group on the entire planet. Donald Trump, le président des États-Unis, aime tenir tout le monde en haleine avec ses déclarations aux médias. Vous avez observé le président de près, vous avez assisté à certaines des réunions les plus importantes sur sa politique, en particulier celles concernant le Moyen-Orient. Dites-moi comment, selon vous, les gens devraient interpréter les déclarations de Donald Trump. Parce qu'un jour, il peut faire une déclaration très forte et le lendemain, très modérée. On essaye de comprendre, vous savez comment interpréter cela. Eh bien, laissez-moi vous rappeler que la première chose que je fais chaque jour, car le président, comme vous le savez, est célèbre pour licencier des gens sur Twitter, la première chose que je fais chaque matin, c'est de lire son fil Twitter pour voir si j'ai toujours un emploi. Je vais donc répondre à cette question avec beaucoup de prudence, de peur de me réveiller demain matin et de lire qu'il est temps pour moi de faire mes valises et de partir. Selena Zito, une excellente journaliste américaine, a fait l'une des déclarations les plus brillantes lors du premier mandat du président Trump. Elle a dit qu'il fallait toujours prendre le président Trump au sérieux, mais pas nécessairement au pied de la lettre. Je pense que c'est une bonne idée. Je dis aux gens de comprendre le président Trump, de reconnaître qu'il est le pragmatique ultime.
Ce n'est pas un homme politique comme ceux que vous avez connus auparavant. Il ne parle pas le langage idéologique auquel la plupart des gens sont habitués lorsqu'ils entendent parler des hommes politiques. En d'autres termes, la plupart des politiciens opèrent sur un axe horizontal, gauche contre droite. Et vous jugez une personne en fonction de sa position sur cet axe, à quel point elle est à gauche ou à droite. Les personnes qui vivent dans ce genre de politique limiteront leur solution à l'idéologie à laquelle elles adhèrent. Ils disent donc « Oh, je ne peux suivre que les politiques qui sont à droite du centre ». Ou peut-être disent-ils « Je ne peux suivre que les politiques qui sont à gauche du centre ». Le président Trump ne voit pas les choses horizontalement, il les voit verticalement. Il pose 2 questions pour tout ce qui lui est présenté. Est-ce que cela fonctionnera et cela va-t-il améliorer les choses? Et si cela fonctionne et améliore les choses, même si cela se situe un peu à gauche du centre, il peut y aller parce qu'il n'est pas horizontal, il est vertical. Il ne commence pas chaque processus décisionnel uniquement dans le cadre de la droite. Et c'est ce qui fait de lui non seulement le président le plus efficace de ma vie et le président le plus extraordinaire de ma vie, peut-être de toute l'histoire américaine. Il est aussi le président le plus influent lorsqu'il s'agit de prendre des décisions très difficiles sur des questions telles que le Moyen-Orient et notre politique étrangère, car il ne dit pas « Ok, qu'avons-nous fait au cours des 50 dernières années ?» Cela n'a jamais fonctionné. Continuons simplement à faire cela. Mettons un peu plus d'huile dans cette machine et peut-être que cela fonctionnera. Il dit aussi, si cela n'a pas fonctionné pendant tout ce temps, pourquoi continuons-nous à le faire? Jetons tout cela et recommençons à zéro. Faisons quelque chose de mieux. C'est pourquoi j'aime cet homme et je pense qu'il est le meilleur président que nous puissions avoir actuellement. Ma dernière question, dans quelle mesure la lutte contre l'antisémitisme est-elle une priorité pour Donald Trump et quelles sont les politiques mises en place par les États-Unis pour lutter contre l'antisémitisme et protéger les Juifs dans le pays et dans le monde? Aucun président n'a jamais accordé autant d'importance à cette question que lui. Tout d'abord, sa fille est juive, ses petits-enfants sont juifs. Il a un gendre juif. Beaucoup de ses amis sont juifs, ainsi que de nombreuses personnes de son entourage. Mais au-delà de cela, regardons ce qu'il a fait concrètement. Aucun président n'a autant fait pour Israël et les relations entre Israël et les États-Unis. Reconnaître Jérusalem comme la patrie éternelle et biblique du peuple juif et y transférer notre ambassade, cela a été énorme. Reconnaître le plateau du Golan comme territoire souverain de l'État d'Israël, c'était énorme. Reconnaître qu'Israël a le droit de construire des communautés en Judée-Samarie et que ce n'est pas une violation du droit international. Dire qu'Israël et les États-Unis doivent s'associer dans leur lutte contre l'Iran. Et même des choses plus pratiques et plus terre-à-terre ici en Israël, comme la nomination au ministère de la Justice pour lutter contre l'antisémitisme de Léo Terrell, qui est un ami cher et un être humain merveilleux. Il est ici en Israël, mais il travaille chaque jour au nom du président pour lutter contre l'antisémitisme. Nous avons Yehuda Kaploun, un rabbin qui a été nommé par le département d'État et confirmé par le Sénat en tant qu'envoyé spécial pour lutter contre l'antisémitisme. Jamais une administration, qu'elle soit démocrate ou républicaine, n'a accordé autant d'attention et donné autant d'importance à cette question, affirmant clairement que ce n'est pas quelque chose que nous allons simplement ignorer en espérant que le problème disparaisse de lui-même. Nous combattrons l'antisémitisme en tant que gouvernement, en tant qu'administration, parce que c'est la seule chose moralement juste à faire. Et parce que je crois profondément, tout comme le président et beaucoup d'entre nous, que si vous bénissez Israël, vous serez bénis. Et si vous maudissez Israël, vous serez maudits. Il préfère que l'Amérique soit bénie et je crois qu'il est en bonne voie pour y parvenir. Ambassadeur Mike Huckabee, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.